Donc où on en est? Premier temps, comme toute chose, la politique est comme toute chose, elle peut s'améliorer à la marge. Seconde, même si on fixe complètement les motivations profondes des acteurs, il y a une latitude pour améliorer les politiques publiques, que ce soit dans les bons contextes institutionnels larges ou dans les moins bons. Et maintenant, je voudrais, dans le troisième temps, retourner l'argument et de dire, finalement, c'est peut-être pas... il est possible que la politique économique soit en partie sous l'influence de l'économie politique, mais inversement, l'économie politique est elle-même influencée par la qualité des politiques économiques. Et je vais prendre deux exemples pour montrer qu'une amélioration des politiques conduit à une amélioration des politiques conduit à une amélioration de la politique. D'abord, un exemple, l'exemple de l'Inde. Donc l'Inde, on a parlé déjà du vote de caste en Inde. Une autre caractéristique de l'Inde, c'est au niveau une combinaison intéressante du fait que le président est une femme, la personnalité politique la plus puissante, qui est le chef du parti du Congrès, est une femme, et le fait qu'au niveau local, au niveau des élections, etc., les électeurs sont pas du tout en faveur d'avoir des femmes pour les diriger. Et donc pour régler ce système, ou pour essayer d'améliorer, de changer cette situation, l'Inde a introduit un système de quotas de parité pour les femmes au niveau des gouvernements locaux, dans les panchayats, qui sont le système de gouvernements locaux, d'abord municipaux, et puis l'équivalent du canton, et puis l'équivalent du département. Cette politique est en œuvre depuis suffisamment de temps pour qu'on puisse commencer à en voir les effets, d'autant plus qu'elle est mise en œuvre de façon aléatoire, pas pour des raisons d'évaluation, mais pour des raisons d'équité, où à chaque élection, un tiers des circonscriptions sont choisies pour être dirigées par une femme. Donc les femmes, seulement, il peut y avoir que des femmes candidates. Donc on a ce système depuis le milieu des années 90, ce qui nous donne beaucoup d'élections pour commencer à regarder ce qui se passe. Et ce qu'on constate, c'est que dans le court terme, on voit des effets de réallocation des biens, où les femmes prennent des décisions différentes. On ne peut pas vraiment dire qu'elles soient meilleures ou qu'elles soient pires. Les femmes choisissent plus l'eau potable et les hommes plus d'autres choses qui dépendent un peu des régions. Dans les régions où les routes sont la priorité des hommes, ça va être des routes. Dans les régions où l'éducation est la priorité des hommes, ça va être l'éducation. Au cours du temps, au deuxième cycle électoral ou au troisième cycle électoral, on commence à voir d'autres choses, qui est que les femmes ont tendance à faire plus avec moins, c'est-à-dire avec le même budget, pas plus avec moins, mais plus avec le même budget. Avec le même budget, elles font simplement plus de choses. Elles réparent plus de choses, etc. Elles sont plus activistes. Et une des raisons pour lesquelles ça semble être le cas, est qu'elles sont moins corrompues. C'est-à-dire les gens qui sont dirigés par une femme se plaignent moins de corruption, d'avoir eu à payer des pots de vin, etc. Donc pour résumer, les femmes sont au moins aussi efficaces que les hommes au niveau local, peut-être un peu plus même. La perception des gens, quand on leur demande, semble être que ce n'est pas le cas. Quand on leur demande juste qu'est-ce que vous pensez des femmes en politique, les lecteurs moyens vous diront ah non, les femmes, il faut qu'elles restent à la maison. Donc deux questions qui sont intéressantes. D'une part, est-ce qu'on peut vraiment mesurer l'étendue de cette discrimination? D'autre part, est-ce que cette politique d'imposer les femmes pendant une période déterminée, et ensuite ces différences, le fait que les femmes sont un peu moins corrompues, etc., ça fait changer la perception que les électeurs ont des femmes. Et donc, c'est un travail que j'ai fait avec un co-auteur, Raghav Chattopadhyay, au Bengale, et Rohini Pandey, et d'autres. Nous sommes allés donc au Bengale 12 ans après les premières élections et avons fait écouter aux électeurs un discours politique, toujours le même, mais prononcé par une vingtaine d'acteurs, 10 hommes, 10 femmes.
Et chaque personne recevait au hasard une des cassettes. Et donc on peut regarder si les gens qui ont reçu une cassette avec une voix de femme ont plus de chances de penser que le discours est de bonne qualité, ou moins de chances de penser que le discours est de bonne qualité. Et ensuite on peut regarder si cette différence change dans les endroits qui ont fait l'expérience d'une femme due au quota. Et ce qu'on constate, c'est que dans les endroits qui n'ont jamais eu de quota pour les femmes, ce que vous avez ici sur le côté droit, c'est les endroits qui n'ont jamais eu de quota pour les femmes. C'est la différence entre ce que pensent les gens du discours femme et du discours homme. Donc quand c'est négatif, c'est-à-dire que les gens préfèrent le discours prononcé par un homme. Ils le préfèrent, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils pensent que la personne est compétente. On leur pose une série de questions sur qu'est-ce que vous pensez du discours, est-ce que le point a été... est-ce que la question qui avait été posée a été... est-ce qu'on lui a répondu de manière adéquate? Est-ce que vous voteriez pour cette personne? Est-ce que vous voteriez le budget de cette personne, etc. Et donc ce que vous voyez, c'est que dans les endroits qui n'ont jamais été... réservés, il y a un problème d'échelle. À la fois les hommes et les femmes préfèrent les discours des hommes. Dans les endroits où il y a eu une réservation, un système de quotas, les hommes changent d'avis. Les hommes commencent à préférer le discours qui a été prononcé par une femme. Je suis en train de me dire qu'il y a un problème de label. Il y a plusieurs problèmes de label dans ce graphe. D'une part, on reprend. D'une part, les deux là, c'est les never. Ok. Je ne vais pas essayer de réparer mes problèmes de label. Je vous donne le résultat dont je me souviens bien. C'est que les hommes inversent leur opinion. C'est-à-dire les hommes préfèrent les femmes, les hommes préfèrent le discours donné par les femmes. Les femmes n'inversent pas leur opinion. Ils préfèrent toujours les hommes. Elles préfèrent toujours les hommes, mais moins. Il y a une convergence. Les femmes changent assez peu d'opinion, mais en partie parce que la majorité d'entre elles, en fait, ne savent pas qui est leur pradhan. En particulier, ne savent pas si leur mère est une femme. Donc il est possible que la plupart des femmes ne soient tout simplement pas très au courant. Mais les hommes, quand on leur demande qui est votre mère, ils savent bien qui c'est. Ils sont beaucoup plus impliqués dans le jeu politique. Et donc, leur opinion s'inverse. Ce qui est bon signe. Par contre, ce qui ne s'inverse pas, c'est leur opinion générale sur le fait que ce n'est pas une bonne idée, ce n'est pas une bonne chose d'avoir une femme en politique. Pas parce qu'elles sont incompétentes, puisque leur évolution sur la compétence change, mais simplement parce que ça ne va pas avec leurs valeurs. Donc, est-ce qu'au final, ça fait changer les réussites électorales des femmes? Le fait que les gens se rendent bien compte qu'elles soient plus compétentes, mais qu'en même temps, quand même, ils n'aiment pas le principe. Et on voit que les gens, finalement, comprennent bien où est leur intérêt, puisque malgré leur principe, ils se mettent à voter davantage pour des femmes dans les endroits où ils ont fait l'expérience de femmes. Donc là, par exemple, ce graphe est bien... Il n'y a pas de problème d'étiquette. On a les endroits qui n'ont jamais été réservés pour une femme, réservés une fois et réservés 2 fois. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a plus de femmes maires, pradhan c'est comme maire, et on a plus de femmes conseillers municipaux dans les endroits qui ont été, où il y a eu un système de quotas, 1 fois et puis 2 fois. Donc ça montre qu'au total, les gens, ils partent de préjugés, les préjugés eux-mêmes ne changent pas, mais en même temps, quand ils votent, ils font attention à la fois à leurs valeurs, mais en même temps aussi à est-ce que ça va être quelqu'un qui va faire un bon boulot pour être le maire du village. Et on voit qu'au départ, les deux sont au même niveau, simplement parce qu'ils n'ont jamais fait l'expérience d'une femme, et quand on fait bouger l'un, finalement, ça fait changer les votes. Et donc ça, pourquoi je conclus que c'est une amélioration du système politique, ce qui me paraît probablement mieux que tout le monde que les gens puissent choisir leurs dirigeants dans toute la population plutôt que dans la moitié de la population, s'il se trouvait que c'était fondé sur une erreur d'appréciation de la qualité potentielle des hommes et des femmes. Deuxième chose, et ce sera le dernier exemple que je développerai en détail, c'est le retour au Bénin.
Donc j'ai commencé par la première expérience de Leonard Wancheken, qui était une expérience un petit peu déprimante, puisqu'elle montrait l'importance du vote ethnique. Une deuxième expérience qu'il a fait par la suite, plusieurs années plus tard, prochaine élection présidentielle, il essaye autre chose. Et il essaye autre chose qui est en un sens beaucoup plus ambitieux. Il essaye de se demander si il peut affecter la préférence ethnique, il peut lutter contre cette préférence pour le candidat ethnique en proposant non un discours généraliste, un petit peu pâteau comme celui que j'ai présenté auparavant, mais un discours généraliste raisonné et raisonnable. Et comment il fait ça? C'est quelque chose que probablement Bill Easterly détesterait, puisque c'est vraiment faire appel à des experts pour déterminer quelle est la bonne politique. Donc il organise avec ses collègues, il a un centre au Bénin, un think tank en fait, sur la politique, organise avec ses collègues une grande conférence internationale, inviter des gens, internationale c'est africaine, hein, donc avec des experts du Niger, des experts du Nigeria, des pays voisins, etc., des représentants de tous les partis, des syndicats, de la société civile, des ONG, etc., vont tous dans sa grande conférence. Et ils ont des panels pour réfléchir sur l'éducation, la santé, l'environnement, les femmes, etc. Et de ces panels sortent un certain nombre de propositions, tout un certain nombre de propositions d'experts, pas partisanes, de propositions que cette réunion pensait être les bonnes politiques pour le Bénin aujourd'hui. Et ce que les partis politiques ont accepté de faire, c'est d'aller présenter à nouveau sur une base aléatoire cette plateforme d'experts où le mix habituel de grands discours et de discours ethniques, plus des ballons, etc., qui sont dans les réunions normales. Donc dans des réunions normales, on a le discours ethnique assez similaire à celui que je vous ai montré. Et dans d'autres villages, ils ont organisé des réunions citoyennes où les gens discutaient de cette plateforme d'experts, pouvaient apporter donc il y avait un aller-retour entre le candidat et les gens qui discutaient de cette plateforme d'experts. Et là, on voit que donc on compare ça à un appel à la préférence ethnique, et là, c'est la plateforme d'experts qui gagne. Donc de 67% versus 61%. On peut dire que c'est seulement 5%, mais 5% c'est énorme évidemment. Puisque c'est souvent la marge entre une élection gagnée et une élection perdue. Donc, cette expérience-là, elle nous montre que une réflexion sur le contenu des politiques, qui permet d'apporter pour les hommes politiques un message crédible, un message auquel les gens peuvent faire confiance, que de fait il y a quelque chose derrière le discours généraliste, permet de convaincre. Donc qu'est-ce qu'on en sort? Beaucoup de spécialistes, à la fois de spécialistes, de chercheurs, mais surtout de responsables politiques occidentaux, ont tendance à être sceptiques sur les institutions dans les pays en développement. On se dit, selon son spectre politique, soit on peut accuser plutôt la culture, ou si on est plutôt à gauche, l'histoire de la colonisation, ou les institutions agraires, etc. Pour toutes ces raisons, finalement, les systèmes politiques dans les pays d'Afrique ou d'Asie du Sud, etc., sont tellement mauvais qu'on ne peut pas faire grand-chose. Donc, je ne partage pas du tout ce pessimisme. Pas parce que je pense que les contraintes politiques n'existent pas. Elles existent, c'est évident. Elles existent et on ne sait vraiment pas très bien quoi faire. Les événements politiques ont des impacts importants et on ne sait pas les prédire. Personne n'a vu arriver la Tunisie, et même quand la Tunisie est arrivée, personne n'a toujours pas vu arriver l'Égypte. Et quand on dit personne, c'est pas la CIA, pas les gens dont c'est le métier de préparer ce genre de choses. Donc si c'était la seule chose sur la seule marge de manœuvre, on pourrait certainement faire très très peu de choses, en tout cas en tant que chercheur. Mais il y a un espace important pour de meilleures politiques publiques,
peut-être évidemment plus particulièrement dans des régimes qui ne sont pas complètement bloqués, qui ne sont pas déjà en guerre civile, mais ça en laisse quand même beaucoup. Il y a un certain nombre de très mauvaises politiques économiques qui sont mises en place sans aucune raison, enfin sans aucune bonne raison, simplement parce qu'on n'y a pas suffisamment réfléchi. Et donc ça nous laisse beaucoup de place. Par ailleurs, quand ces politiques, il y a un espoir que quand ces politiques publiques s'améliorent, ça se traduise en l'engrenage d'un cercle vertueux où c'est la politique elle-même qui s'améliorera. Un exemple, c'est le programme Progressa de transferts sociaux qui a eu lieu au Mexique dans les années 90. Le programme Progressa était un programme qui était efficace, qu'il a montré grâce à une évaluation, qui a été ensuite copié de pays en pays, qui est populaire. Les gens qui l'ont reçu ont voté davantage pour le parti, les PRI qu'il avait institué. Et ce qui s'est passé au Mexique, c'est que bien que le PRI a perdu les élections, malgré Progressa, mais le président suivant, Vicente Fox, a décidé qu'il était de bonne loi de conserver ce programme. Peut-être parce qu'il pensait que c'était un bon programme, sûrement parce qu'il pensait que c'était un programme qui était populaire, mais il était populaire pour de bonnes raisons. Donc, on peut penser que des bonnes politiques, en particulier des politiques dont on peut montrer la qualité, se poursuivront et que finalement peuvent induire, une fois que quelqu'un commence à comprendre qu'il peut faire une différence positive, dans ce cas-là, ça peut le rendre un petit peu plus optimiste de faire plutôt ça plutôt que d'en mettre plein les poches, ou peut-être de faire un petit peu les deux. Et donc, la politique s'améliore, et donc ça conduit ainsi à une progression. Donc, donc passer du temps à essayer de comprendre comment les gens fonctionnent, que les gens, ce soit les personnes pauvres elles-mêmes, ou les fonctionnaires comme les infirmières, ou les personnages politiques locaux, les contribuables, les élus, etc., peuvent conduire à des politiques publiques et des institutions qui seront mieux conçues, et donc plus robustes. On peut penser à une politique sociale plus robuste, moins susceptible d'être pervertie par la corruption ou par le laisser-aller. Ce n'est pas des changements qui vont se traduire par un grand soir. On ne va pas avoir quelque chose d'aussi intéressant que ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Mais par contre, ils peuvent être durables et peuvent constituer la base d'autres changements. Et servir donc de point de départ d'une révolution beaucoup plus tranquille, mais néanmoins réelle, pour une amélioration de la qualité des politiques publiques envers les pauvres. Merci.